ici, nous voyons comment, sur le plan logistique, les FARDC est en train de monter en puissance, entre guillemets. Mais on voit qu'il y a encore un problème de coordination entre les forces pro-gouvernementales, les Wazalendo, et entre les unités, les différentes unités des FARDC. Résolument, il y a un problème de motivation, de coordination et de structuration de l'armée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous sommes dans des cryptages réalisés en province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous allons parler de cette montée en puissance des rebelles du M23 dans la partie de la République démocratique du Congo, après la chute de plusieurs villages, entre leurs mains dans le territoire de Rutshuru, et également Masisi qui est tombé. Il y a plusieurs villages du territoire de Masisi qui sont tombés entre les mains de ces terroristes soutenus par le Rwanda, selon les Nations Unies. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette chute des Mushaki et l'avancée même de rebelles vers d'autres cités stratégiques dans le Masisi, à savoir Rubaya et Bihambwe. Alors pour en parler, nous allons recevoir sur ces plateaux les chefs des travaux Akili, qui est chercheur, en même temps analyste et politique. Monsieur le chef des travaux Akili, Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur Ronelli, merci de nous avoir invités. Nous avons le privilège de vous recevoir sur ces plateaux de Kivu Morning Post pour parler de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Comment vous analysez cette avancée des rebelles du M23 sur plusieurs fronts au Nord Kivu? Merci beaucoup, monsieur Ronelli. Alors, la situation inquiète. Il y a départ de la force régionale. Après départ, il n'y a pas même 2 ou 3 jours que la force régionale est en train de se retirer. Mais aussitôt qu'il y a départ, on voit directement les rebelles du M23 récupérer toutes les positions qui étaient occupées par la force régionale. Mais après avoir occupé toutes les positions qui étaient jadis occupées par la force régionale, on se retrouve encore face à une situation inédite. Ils sont en train d'avancer sur plusieurs fronts. Alors, c'est un fait. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Premièrement, ce que je peux dire est que, premièrement, il y a vraiment un problème de structuration au niveau de nos positions. Parce que, au début, lorsque la force régionale est arrivée ici, il y avait des positions aussi des FARDC que la force régionale aussi a occupées. Mais pourquoi les FARDC n'ont pas été proactives pour occuper les positions jadis occupées par la force régionale de l'EAC? Ça démontre, malgré que notre armée est en train de monter en puissance, entre guillemets. Selon les autorités de l'armée, bien sûr. Oui, il y a encore un problème d'organisation, de structuration et même de motivation des forces. Parlons, parce qu'aujourd'hui, le contexte, il est quand même très différent de ce qu'on a vécu dans les années où, par le passé, on a vu les rebelles comme la PCLS, on a vu les gens comme les NDC rénovés, des guidons, tenir des positions, faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo et se comporter valablement sur les champs de bataille. Et aujourd'hui, qui sont en avec parce que même si aujourd'hui on ne veut pas les dire, mais il y a quand même cet appui apporté au Wazalendo par je vais dire les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait autant de force et que les positions continuent à tomber entre le monde et l'ennemi? Oui, en fait, dans les domaines militaires, c'est d'abord la stratégie. C'est pas d'abord la quantité ou le nombre, mais c'est d'abord la stratégie. Alors, donc, résolument, nous constatons, c'est vrai, il y a les Wazalendo, il y a les FARDC, il y a des mercenaires de l'Europe de l'Est qui sont aussi là, mais il y a comme un problème d'organisation ou même un problème de coordination entre toutes ces forces en présence. Il y a un problème de coordination parce qu'on ne dira pas que les M23, bien que soutenus par les RDF, peuvent vaincre toute une armée. Ça montre avec aussi des appuis logistiques, avec des avions qui sont envoyés pour bombarder des positions. Nous sommes ici, nous voyons comment, sur le plan logistique, les FARDC est en train de monter en puissance, entre guillemets. Mais on voit qu'il y a encore un problème de coordination entre les forces pro-gouvernementales, les Wazalendo, et entre les unités, les différentes unités des FARDC. Résolument, il y a un problème de motivation, de coordination et de structuration
de l'armée, si pas de corruption. Parlons de la stratégie dans sa globalité, parce qu'il y a aujourd'hui une grande menace qui pèse sur la cité de Roubaïa. La cité de Roubaïa qui est menacée, là où il y a quand même des grandes réserves des cassiteries dans le monde. Alors, qu'est-ce que cela impliquerait si une fois la cité de Roubaïa tombe entre les mains du M23? Si la cité de Roubaïa tombait entre les mains du M23, ce sera un rapport de force positif du côté du M23. Parce qu'il n'y a pas que le Congo qui a besoin de la cité de Roubaïa. Les Nations Unies et les autres puissances régionales qu'internationales ont besoin aussi en fait, de la cité stratégique de Roubaïa. Alors si les rebelles du M23 s'empareraient ce que nous ne voulons pas encore, s'ils s'empareraient de la cité de Roubaïa, et en fait, ils auraient augmenté leurs forces au cas où il y aurait négociation. Ils peuvent négocier aussi en position de force. De force, oui. Alors, évoquons la problématique liée à ces départs de troupes de l'EAC. À votre avis, comment on peut considérer cette montée en puissance des rebelles du M23 après les rebelles, après les retraits de quelques contingents? Là, je parle par exemple de Kenya, on parle également des Sud-Soudanais qui ont commencé à se retirer. Comment on peut comprendre cela? En fait, ce que nous pouvons dire est que c'est vrai, les résultats de la force régionale est jusque-là mitigé, mais on voit que leur présence aussi était pour quelque chose. Et on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. Alors, la preuve en est qu'après leur départ, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, quoi que leur bilan soit mitigé, et leur présence était aussi pour quelque chose. Ou soit aussi, les FARDC n'ont pas si coordonné, le gouvernement n'a pas si coordonné avec la force régionale. Parce que, rappelons-nous que la force régionale a été invitée par le gouvernement et non par l'M23. C'est le gouvernement congolais qui a invité la force régionale. Alors, normalement, si le gouvernement congolais était proactif, savoir jouer sur la stratégie, le gouvernement devait organiser un retrait organisé et progressif et collaborer avec la force régionale pour que ces positions soient occupées directement par les FARDC. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Comme on est devant un fait accompli, parce que les troupes de l'EAC ont commencé à se retirer, et ce 8 décembre, ça devait être normalement la date butoir pour que toutes les troupes quittent les sols de la République démocratique du Congo. Et maintenant que les rebelles, les terroristes du M23, tels qu'ils sont présentés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, présentent une menace aujourd'hui qui n'est plus à négliger, qu'est-ce qui doit être fait pour enfin récupérer peut-être toutes les entités et que les forces loyalistes sont en train de perdre? Oui, en fait, ce qui serait important, premièrement, il ressort du fait qu'il n'y a pas eu assez de collaboration, premièrement, entre le gouvernement et la force régionale. S'il y aurait eu assez de collaboration, les FARDC pourraient récupérer ces positions-là. Ce qui peut être fait maintenant, en fait, le gouvernement devait être ferme et s'engager dans une logique de guerre totale contre les M23 et les RDF. Parce qu'au moment où nous sommes, et le gouvernement est sur une position, il n'y a pas de négociation. Alors s'il n'y a pas de négociation, c'est quoi alors? S'il n'y a pas de négociation... On continue à respecter les cessez-le-feu. Il n'y a plus de cessez-le-feu parce que les accords de Nairobi et de Luanda ne produisent plus leurs effets. Jusque-là, ces accords ne produisent plus leurs effets parce que la force régionale était comme les garants du respect ou même de l'application de ces accords. Mais dès que cette force est partie, alors s'il n'y a pas de négociation, il y a quoi? Il y a guerre. Alors nous voulons encourager le gouvernement et les FARDC à s'engager dans une logique de guerre. Pas une logique, bon, ils campent sur les positions, non, mais l'ennemi est en train d'attaquer. Il devait mettre tous les moyens nécessaires en œuvre, soit relever toutes les unités qui sont défaillantes et s'engager sur une logique totale de guerre. Mais il y a un problème parce qu'on est dans une période vraiment électorale et c'est là où ça ne colle pas. Mais dans tous les cas, le gouvernement devait s'engager maintenant dans une
période totale de guerre parce qu'il n'y a plus de cessez-le-feu. Alors comme il n'y a plus de cessez-le-feu, comme ils sont également impliqués dans cette guerre qui se déroule dans la partie est de la République démocratique du Congo, les Wazalendo ont été quand même très visibles et très percutants pendant une certaine période. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au vu de la situation, on peut dire qu'ils sont fatigués ou ils ont perdu d'énergie? Non, non, je crois que les Wazalendo, les patriotes n'ont pas perdu d'énergie et nous devons les encourager et les féliciter jusque-là pour le travail abattu. Seulement, nous pouvons demander de la part du gouvernement un peu plus de moyens logistiques pour les Wazalendo. Un peu plus de moyens logistiques, militaires ou même motivation en termes de soldes pour qu'ils aident les FARDC à accomplir leur noble mission. Et vous croyez qu'ils sont à même de tenir tête face aux rebelles du M23 soutenus militairement par le Rwanda? Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait à Kichanga. Ils l'ont fait jusqu'à quelques kilomètres de Kiwanja. Mais malheureusement, il n'y a pas eu un appui de la part du gouvernement. La stratégie Wazalendo a fonctionné jusque-là. Alors si on peut l'appuyer et la renforcer un peu plus, on peut espérer à des résultats. C'était Jacques Akili. Je rappelle que vous êtes chercheur, en même temps analyste politique en province du Nord Kivu. Kivu Morning Post vous remercie pour non seulement votre disponibilité, mais aussi pour ces analyses précieuses. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu avec cette avancée de rebelles du M23 qui continue à récupérer des territoires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Leur dernière démonstration de force était la prise ou la reprise de la cité de Mouchaki. Nous sommes dans le territoire de Massissi et d'autres vont jusqu'à parler de leur avancée vers Biambwe. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis et au gouvernement de prendre ses responsabilités pour qu'enfin il puisse s'engager dans la logique de la guerre telle que cela a été suggéré par le chef des travaux Akili Mali Jacques. Merci à tous et on se retrouve très prochainement dans un autre numéro.